Allez, salut tout le monde, bienvenue. Nous sommes ici à Aqualoft, je suis content que vous soyez là avec moi ce soir, j'espère que tout le monde va bien. Je suis Claude, manager des coachs ici à Aqualoft et voilà, je vais m'occuper de vous aujourd'hui. Non, je plaisante, il y a des professionnels qui vont venir m'aider ce soir. Alors rappelez-vous, on reste dans la même énergie de nos webinars. Le webinar culinaire aujourd'hui a du lourd, on a vraiment un planning assez chargé, j'espère que vous êtes prêts chez vous. Première chose, si vous découvrez cette vidéo en direct, vous pouvez nous suivre si vous avez bien entendu au préalable pris tous les ingrédients qu'il vous faut. Mais vous pouvez aussi regarder cette vidéo en replay et on la gardera sur cette page. Du coup, vous aurez de quoi pouvoir préparer un super repas pour les fêtes. On a un chef et un sommelier qui vont venir me rejoindre. Donc je peux vous dire que je suis hyper bien accompagné aujourd'hui. Et ben, je vais les inviter à venir avec moi tout de suite. Monsieur Eric Sertour et notre super chef Nicolas qui va s'occuper de nous. Alors, on va démarrer déjà. Est-ce que vous pouvez juste vous faire une petite présentation chacun pour dire un petit peu à nos adhérents qui vous êtes, où vous travaillez, qu'est-ce que vous faites dans la vie, etc. Eh ben, on va commencer par moi. Allez. Eric Sertour, donc je suis le fondateur de l'établissement chez Eric Sertour, situé en face de la mairie de Bussy, dans le village. Donc j'ai créé le restaurant depuis 3 ans. Et donc c'est une cave à manger, c'est une cave à vin dans laquelle j'ai créé le côté bistrot, où tout est fait maison dans l'esprit de la table à la française. Alors pour ce faire en cuisine, Nicolas Saint-Jou ici présent, qui va se présenter, m'a rejoint depuis plus d'1 an. Et donc ensemble on fait un duo pour émoustiller vos papilles gustatives. Eh bien bonsoir, je me présente également, je suis donc Nicolas, le chef du chez Eric Sertour. Donc comme le disait Eric, j'ai rejoint la belle famille du chez il y a un peu plus d'1 an maintenant. Donc j'ai un parcours gastro et derrière je suis passé par la bistronomie pour un petit peu de retour aux sources. Donc ce soir, moi, je vais vous présenter des plats typiques de bistronomie, réalisables évidemment en famille et surtout à la maison. Donc des recettes qui sont vraiment pas du tout compliquées. Voilà. Super, donc on part normalement sur une entrée et un dessert. Tout à fait. Alors qu'est-ce que tu nous as préparé pour l'entrée? Alors en entrée, on va faire un crémeux de potimarron au foie gras. Donc pour cette préparation, donc, il nous faut donc, un beau potimarron. Donc j'ai triché un petit peu, je l'ai taillé dans ma cuisine, ça nous a fait gagner un petit peu de temps. Je vais le tailler devant vous, comme ça vous pouvez le refaire à la maison en même temps ou un petit peu plus tard au niveau du replay. Donc en ce qui concerne le gras de cuisson, donc c'est de la graisse de foie gras. Donc au chai, nous cuisons notre propre foie gras. Donc cette graisse-ci, je la mets tout d'abord sur la plaque, dans la casserole. Je vais essayer de ne pas tout faire brûler, ce serait dommage. Donc à la maison, si vous avez déjà les ingrédients, n'hésitez pas à le faire en même temps. Et surtout, n'hésitez pas à nous poser les questions directement en live, en commentaire. On a le chef et notre sommelier qui va pouvoir aussi vous répondre. Donc profitez-en. On va pendant toute cette heure naviguer entre la partie cuisine et le côté vin. Donc n'hésitez pas vraiment à poser toutes vos questions sur les commentaires. Je les lis, je les pose directement à notre chef et à notre sommelier. Yes. Ok, donc je continue. Donc pour cette préparation, donc on a toujours la graisse qui est en train de fondre doucement, si vous pouvez résumer s'il te plaît. Donc voilà, derrière j'ai épluché et taillé finement un oignon. Voilà, donc là c'était un énorme oignon, donc j'en ai pris qu'un seul. Sur la recette c'est 2, donc de taille moyenne. J'ai rajouté une petite gousse d'ail épluchée, une petite branche de laurier et une feuille de laurier, pardon, 2 petites branches de thym. Auquel, donc ça derrière je vais le suer dès que ça sera légèrement, donc un peu plus fondu, pardon, j'ai pas trop l'habitude. Donc là je vais vous montrer comment on épluche un potimarron. Donc on taille le tubercule, hop, n'importe quoi, j'ai pas l'habitude. Donc voilà, ici donc on fait surtout attention à ne pas se couper. Et voici, donc on va enlever les petites graines. Donc ces petites graines, vous pouvez éventuellement les garder à la maison. Vous les lavez bien, vous les séparez de la membrane, vous les faites sécher et torréfier derrière. Donc à peu près 180 au four sec, non ventilé, sinon ça va s'envoler. Une petite vingtaine de minutes, ça suffira amplement. Hop. Merci Eric. Je suis l'assistant. Ouais. Hop. Ça sent bon déjà là. Alors, Une fois
Voilà. qu'on a tout enlevé. Sentez pas la caméra, mais là, on est les odeurs qui sortent. Et voici. Hop. Donc là, pour l'éplucher, donc n'essayez pas avec un économe normal ou un économe rasoir, vous allez les casser. Donc pour ce faire, vous prenez un couteau au milieu, donc un couteau à lame fine, de manière à assurer son geste et surtout avoir le minimum de pertes. Voilà. Vous pouvez laisser Eric, s'il vous plaît. Ouais. Merci un peu. Là, on est sur un légume de saison. Hein. Tout à fait. Il y a le potimarron, mais aussi les butternuts, il y a les courges, Ouais. voilà, donc toutes les cucurbitacées qui sont de saison, vous trouvez dans tous vos commerces. Et c'est vraiment l'entrée chaude de saison par excellence. Et c'est bon. Donc une fois, hop, suis-moi s'il te plaît. Donc une fois que c'est hop, liquide, je mets dedans délicatement pour éviter les projections. Brûler, se brûler, ça ne sert à rien. Sinon, elle se faire mal. On va laisser suer les oignons et la garniture aromatique gentiment. Monter légèrement. Tu nous donnes des petits termes un petit peu techniques, des termes Tout à fait. techniques. Alors On parle de suer en termes Parce que techniques, nous, c'est ici, enlever suer, l'eau de c'est- végétation sans coloration. Donc il faut savoir que les légumes contiennent de l'eau. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est l'évaporation de cette eau et le rendre translucide. Voilà. Super. Je continue. Toujours la main gauche, loin de la lame du couteau. Sinon, prêtez pas attention, Voilà. je me suis coupé ce matin. Voilà. Mais c'est pas avec un couteau. En plus, Hop. Pour les petites choses comme ça, je me sers donc d'un couteau d'office. Petit couteau. Hop. Et voici. Hop. Voilà. Éviter les déchets sur la planche. Donc je vais le tailler en T, comme ceci, de manière à avoir une cuisson homogène et surtout régulière. n'oubliez pas à la maison, hein, continuez à nous poser des questions si vous avez peut-être loupé une petite étape, hein, parce que ça arrive hein, en cuisine, il y a des petites choses qui peuvent nous échapper. Donc si à un moment vous avez une petite question, n'hésitez pas à la poser à notre chef, hein, il est là pour ça. Je suis toujours impressionné par la dextérité au niveau du couteau. J'ai fait le test la semaine dernière avec les sushis. Le couteau, j'ai manqué d'y laisser un doigt. Donc faites-y attention quand même à la maison. Surtout, laissez pas trop forcer. Allez-y délicatement, prenez votre temps. Hop. Alors est-ce que ça c'est une recette que vous proposez de temps en temps au Tout à fait, restaurant, tout à oui. fait, oui. À cette saison. Et en plus, c'est bon. Quand il fait froid comme ça, on a toujours besoin d'avoir des entrées chaudes. Ça, bon, la température extérieure c'est froid, donc on aime se réchauffer le corps. Accessoirement, à l'accompagne d'un verre de vin aussi. Quoi. Ouais, ça réchauffe aussi. Voilà. Donc, hop, on va augmenter. Un petit peu. Ça sent Voilà, bien par ici. donc, ouais, voilà. Voilà, donc ça, hop, ça sue gentiment. Voilà, maintenant on peut voir que les oignons commencent un petit peu à devenir translucides. Ça commence. Et surtout, important, il ne faut pas qu'il y ait de coloration. Sinon, il va y avoir un goût beaucoup trop prononcé en oignon. Est-ce qu'il y a une importance à ce que l'oignon soit toujours coupé de manière très fine? Là pour la recette, non, mais bah, après c'est une habitude. Ouais.
C'est une habitude. Voilà. Une chose est sûre, c'est que vu que la cuisson va pas être une cuisson longue, ça sert à rien de couper l'oignon juste en deux. Voilà, faut que ça cuise quand même. Faut que le temps, faut qu'il y ait autant de temps de cuisson pour le potimarron que pour l'oignon. Voilà. Voilà, donc là on va pouvoir rajouter le potimarron. Ça, c'est une recette pour 4 personnes, hein, Nicolas. Tout à fait. Hop. Donc, deux petites pincées de sel. Pour l'instant, ça suffira. Et il ne faut pas oublier que nous, on a rajouté de la graisse de foie gras. Et donc notre foie gras, on l'assaisonne bien évidemment avant de le cuire. Donc pareil, même combat. On va suer légèrement notre potimarron pour enlever votre végétation. La végétation est toujours un petit peu amère dans les préparations, donc c'est pour ça, nous on ne recherche pas de l'amertume dans cette recette. Bon, c'est pour ça qu'on les cuit de cette manière. On va augmenter un tout petit peu. Là, au niveau de la force du feu, on est. Bon, on est sur feu un petit peu plus que moyen, oui. D'accord. On était sur feu moyen pour suer les oignons. Là, on est pas un petit peu plus que moyen. On est un tout petit peu avant le feu vif, on va dire. Voilà. Hop, en parallèle, je vais ouvrir mon lait et ma crème. Hop. La crème liquide, hein, ça. Oui, tout à fait, crème liquide, 30%. Ça suffira amplement. Voilà, parce que le côté, plus il y a de pourcentage, le pourcentage en fait, c'est équivaut à la matière grasse qu'il y a dedans. Donc plus elle est grasse, plus voilà. Voilà. Puis là, voilà, on a une crème 30% parce que bon, moi on a de la graisse de foie gras. Donc si vous n'avez pas de graisse de foie gras à la maison, vous pouvez très bien utiliser de l'huile d'olive. Ça conviendra parfaitement. On sent quand même une différence Ah oui, tout à au fait. niveau du goût. Et là, nous, on sent déjà même à l'odeur, il y a une différence. Hop, on remonte encore un tout petit peu. Voilà, hop. Je vais ouvrir mon lait. Hop. La crème. Hop. Mon petit verre de beurre. Parfait. Voilà. Donc là, n'hésitez pas à le faire à la maison. Si vous regardez cette vidéo en replay, c'est encore mieux, parce qu'en plus, on a bien le temps. Vous pouvez mettre pause, vous pouvez regarder. On est sur une recette qui est plutôt facile. C'est ça, même si je suis pas le meilleur cuistot du monde. Mais pour l'instant, en tout cas, ça a l'air d'être accessible. Donc honnêtement, n'hésitez pas. Je sens que ça va être très très bon. Donc là, on peut observer que le potimarron commence à devenir légèrement translucide. Enfin, translucide, non, il commence à devenir brillant. Voilà, c'est qu'il y a une première cuisson qui est apportée. Je vais enlever donc la garniture aromatique. Donc l'ail, la gousse d'ail, la feuille de laurier, pardon. Hop. Et les 2 branches de thym. Voilà, si vous oubliez un morceau du bouquet garni, c'est pas grave, hein, de toute manière derrière c'est mixé. Voilà, on ne peut pas aller à la pêche, ça sert à rien. Hop. Et voici. Donc là pour les peser, vous devez avoir la recette qui suit pendant la vidéo ou un petit peu après ou au début. Donc moi je mets 0,6, donc je mets 60 centilitres pardon, de crème liquide. Pareil en lait.
C'est du bois plus rond. Voilà. Hop. Donc on va laisser sur le feu, là on va mettre le feu sur le vif. Histoire que ça accélère un petit peu là l'ébullition. Une fois que c'est à l'ébullition, on va mettre sur le feu moyen et on va laisser cuire gentiment. Yes. Donc là, on a déjà une bonne partie de faite sur notre entrée. Tout à fait. Parfait. Et ben, en attendant que ça cuise un petit peu, moi je vais me tourner vers notre ami Eric. On parlait de vin. Tu voulais nous parler un petit peu des différents vins qu'on peut utiliser pendant les fêtes, avec quel mets les accorder, etc. Et je pense que ça, c'est une question que les gens ils ont vraiment envie de savoir. C'est voilà, comment choisir son vin, avec quoi je l'assemble, etc. Dis-nous tout. Eh ben, c'est simple, hein. Déjà par rapport à la recette que prépare Nicolas, là ça nous fait appel à des vins blancs. Vins blancs avec une certaine structure, on peut aller sur des chardonnays, style un peu la Bourgogne par exemple, la vallée du Rhône aussi, il y a des vins blancs de sève, de puissance, pourquoi pas certains Alsace, parce que ça il y a un côté chaud, le côté donc potimarron, le foie gras qui amène sa douceur et une pointe d'amertume, donc voilà, on peut aller sur ce type de vin blanc. Alors si on veut un vin rouge par contre, il faut aller sur le vin rouge de fruits, pas trop puissant, pas trop tannique, style un pinot noir, on peut rester sur la Bourgogne, on peut aller aussi sur les vins d'un millésime récent, de 2018, où on a ce côté un peu gourmand du fruit. Voilà, donc c'est pour la recette. Ah ben, maintenant pour les fêtes. Alors pour les fêtes, c'est vrai, alors qu'est-ce que je vais servir pour les fêtes? Alors le vin roi pour les fêtes, c'est le champagne. Donc le champagne, on peut commencer par un brut classique. Et si on veut un peu plus côté vif, côté plus de structure, on peut aller sur un brut non dosé ou extra brut. Là, il amène toute sa puissance pour exciter un peu les papilles gustatives et préparer la suite du repas. Alors après, si on aime aussi, on peut aller sur des champagnes de type champagne rosé. Okay. Alors moi, j'ai quelques maisons que j'apprécie, notamment au restaurant. Le champagne bataille est la maison Deutz, et pour le rosé, c'est le Bitcar Salmon rosé. C'est une référence dans le monde de la Champagne. Voilà, donc ça on peut commencer ce préambule. Alors après, tout dépend ce que l'on mange. Alors c'est vrai que sur les fêtes, on aime bien commencer par le traditionnel foie gras. Donc, alors le foie gras, forcément, ça fait appel, on dit toujours foie gras et vin doux ou vin moelleux ou liquoreux. Alors forcément, le roi étant le sauterne, mais le sauterne reste aussi à un prix aussi assez élevé. Mais en dehors de ces grandes appellations, il y a des appellations comme le côté Pacherinck du Vic-Bilh. Et là, on se situe dans le côté du Béarn, à côté du Jurançon. Ce sont des vins parfaitement accessibles, que vous pouvez trouver d'ailleurs au Chez, puisque je vends aussi du vin. Donc le Pacherinck du Vic-Bilh, qui était issu de cépages Petit Manzin, Gros Manzin, Courbu et Courbu. Alors c'est des cépages un peu autochtones, on est vraiment dans les cépages de la région. Et c'est des vins blancs qui ont une belle sucrosité, c'est pas trop liquoreux, pas trop exubérant dans les sucres, et c'est tout en fraîcheur. Et ça avec le foie gras, c'est parfait. Alors aussi, dans le sud-ouest, ils mangent le foie gras avec le vin rouge. Alors on peut aussi accommoder le foie gras avec du vin rouge. Et là, il faut non plus pas aller chercher des vins rouges trop tanniques. Il faut des vins rouges aussi sur le fruit. On peut aller sur les Gros Hermitages, sur les Saint-Joseph. On peut aller, si on aime les Bordeaux, on peut aller sur des vins relativement jeunes, sur des Pessac-Léognan par exemple, sur certains Médocs, voire sur le côté Libournais avec des Saint-Émilion ou des Pomerol. Parce que c'est la fête quand même, donc là il faut casser la tirelire et se faire plaisir. Donc voilà. Donc on aime recevoir pendant ces fêtes-là. Alors après, en dehors du foie gras, il y a aussi les huîtres, il y a aussi les fruits de mer, parce que c'est la pleine saison, là, les fruits elles sont gorgées de iode, elles sont fabuleuses. Moi j'aime les huîtres de cette époque-là, parce qu'elles ont vraiment toute leur valeur énergétique. Alors là, il faut aller sur les vins blancs par contre, là on peut aller sur l'acidité, le fruit, la fraîcheur. Alors forcément la Loire, on peut aller sur les muscadets, on peut aller aussi sur les Sancerres, à base de Sauvignon, mais Sancerre millésime jeune. Là on amène aussi cette fraîcheur. Et cette fraîcheur du vin va contrecarrer le côté iodé aussi de l'huître. Donc voilà. Et puis ça permet d'ailleurs, si on n'a pas de champagne, de commencer par un vin blanc alternatif. Donc on peut suivre avec les huîtres. Voilà. Donc, juste une petite question. Alors, je me mets à la place de quelqu'un qui ne connaît pas du tout le vin. Est-ce que tu peux juste rapidement nous réexpliquer, par exemple, la différence entre un vin moelleux, un vin sec, etc. Vraiment ce qui va faire une petite différence, parce que
Tu as déjà donné pas mal de bons exemples et j'ai déjà noté 2-3 aussi. Mais je pense que pour ceux qui ne connaissent pas trop, d'avoir juste déjà une petite idée de voilà, sur quel type de vin on est, quand on parle d'un sec, d'un moelleux, etc. Oui, alors les vins blancs secs, on est moins de 2 grammes par litre. Donc, c'est. Parce que dans les vins blancs, il y a le sec, le moelleux et le liquoreux, hein, dans l'intensité des sucres. Alors, vin blanc sec, bon, c'est les vins blancs, on va dire, de toutes les appellations, Bourgogne, Alsace. Alors, les vins moins moelleux, c'est ce que je citais précédemment, hein, donc on monte un peu dans la sucrosité, et même au niveau de la robe du vin. Puisque les vins blancs secs, on est sur des jaunes d'or pâle avec des reflets un peu verts, et sur les vins moelleux, là, la couleur, la robe du vin devient un peu plus dorée. D'accord. Donc, déjà, c'est un signe déjà. Hein. Même au niveau à travers la bouteille, on voit un vin blanc sec, la bouteille elle est verte, hein. Là ici vous avez un vin blanc sec, vous voyez, là, ici, et là on a un vin blanc moelleux. Donc vous voyez déjà la différence de la robe du vin. Donc voilà, déjà c'est un indice important. Après les moelleux et les liquoreux, là on a une robe encore plus soutenue, on est sur les jaunes dorés. Donc l'indicateur, la robe du vin donne déjà un indice de sucrosité sur le côté sec. Okay. Voilà. Alors après, bon, on continue avec le vin des fêtes. Alors aussi, on a fait le plateau de fruits mer, on a fait les huîtres. Et forcément, il y a aussi on a le saumon fumé, ou le gravlax de saumon. Donc le gravlax, on le fait aussi nous à la maison. Donc, alors là, pour ces mets-là, il faut aller sur des vins un peu, moi j'aime bien l'Alsace aussi, hein, sur certains Riesling, certains Pinot Gris, voilà, quand une certaine structure. Et sinon, mais le saumon, quoi qu'il en soit, ça s'appelle le vin blanc. Vin blanc aussi. Vin blanc, voilà, ça c'est, à part si il y en a comme pas le vin blanc qui veut aller sur les vins rouges, on peut aller, encore une fois, pas trop tannique, hein, parce que le côté gras, le côté structuré du saumon va dominer le tannique du vin. Donc pour ça, le vin blanc, parce qu'il y a de l'acidité, il y a la fraîcheur, il y a la puissance, et c'est le roi des vins avec le saumon, avec les gravlax. Voilà, donc là, revenir avec le saumon. Saumon, c'est vin blanc. Vin blanc sec ou champagne. Hein. Voilà, si on est à la période de fête, on peut faire aussi un repas tout au champagne. Voilà, à ce moment-là, si on part d'un champagne brut à l'apéritif, là, avec le saumon, on peut monter sur un millésimé. Un champagne un peu plus noble. Voilà, avec le saumon, parce que le saumon a besoin aussi d'un champagne qui ait une certaine structure. Voilà. Alors après, bon, là, on est dans la phase des entrées. Après, bon, il y a soit la traditionnelle dinde, hein, de Noël. Donc là, c'est une viande à chair blanche. Donc là aussi, on peut soit continuer sur un vin blanc sec, hein, précis, vin blanc sec, ou aller sur les vins rouges, un vin rouge fin, subtil, sur les Bourgogne rouge, pardon, on peut aller sur la Veille du Rhône, Languedoc-Roussillon aussi, c'est un terrain fabuleux, et surtout rapport qualité-prix, et prix plaisir sur Languedoc-Roussillon, vous trouvez des vins à 4, 5 euros, 8 euros, exceptionnels. Donc là, vous voyez, on peut se faire plaisir à un vin de fête à des prix accessibles. Vous voyez d'ailleurs, chez Eric Sartour, il y en a aussi. Donc voilà, et alors après la dinde, il y a la dinde, ou alors on peut faire aussi du sanglier, on peut faire du gibier, on peut faire du chevreuil, on peut faire aussi, si c'est la fête, on peut faire un filet de tourneau rossini, c'est-à-dire que la viande rouge avec une sauce bien réduite, foie gras, truffe, et dessus une lamelle de foie gras. Ça, c'est un plat excellent. Et là, on peut aller sur la vin rouge tannique, hein. On peut aller sur les côtes rôties, on peut aller sur des grands Bordeaux, hein, donc sur des Médocs, le Pauillac, on peut Saint-Julien, on peut aller aussi, toujours revenir aussi, la Loire aussi produit des vins exceptionnels. Là, on peut aller sur du Chinon, on peut aller sur des Bourgueil, sur des collègues Bourgueil, qui ont un peu de la sève et de la structure. Voilà. Donc les vins rouges, alors tout ce qui est plat en sauce appelle les vins rouges tanniques. Là, les vins blancs on oublie. Parce que là, le vin blanc il sera complètement dominé. Hein, donc, voilà, donc on peut commencer, hein, pour refaire un peu un schéma des vins de fête, commencer par du champagne ou du vin blanc, et ensuite commencer par des vins rouges, soit du plus léger au plus corsé. Et puis après, bon, les viandes, bien sûr, plateau de fromage. Plateau de fromage, alors c'est vrai que moi je suis un fervent défenseur que le fromage c'est vin blanc. Parce que ça soit des Pont-l'Évêque, des fromages à croûte lavée qui ont une certaine côté, ils ont subi une saumure, donc il y a un côté salin, iodé qui est prononcé, et le vin blanc c'est le roi. Le roi avec ça pour contrecarrer ce côté acidité et puissance du fromage. Alors après avec les chèvres c'est le vin blanc aussi, avec le roquefort. Alors le roquefort, je vous donne une petite astuce. Faites roquefort avec un fond de Bagnous, qui est un vin doux naturel, c'est exceptionnel. Parce que la puissance, ce sont des vins doux naturels qui titrent 16 à 18 degrés, à servir frais, hein, entre 12 et 14 degrés. Et bien, cette structure du vin va contrecarrer la puissance graisseuse et un peu puissante du roquefort. Tu as souligné quelque chose d'assez intéressant, la température du vin. Ouais, c'est important. C'est important et en général,
sait pas trop, on n'est pas forcément équipé de cave, etc. Donc, est-ce que ça va vraiment dépendre du vin en lui-même ou alors, pour une grande majorité, il faut être à peu près à une certaine température? Très bonne question. C'est important la température parce que si vous servez un vin blanc trop chaud, eh ben, l'alcool va dominer, il ne va pas laisser s'exprimer son fruit. Et si vous servez par exemple un vin rouge trop frais, c'est pareil, il va être serré, blotti, il ne va pas s'ouvrir. Alors les vins blancs, on sert ça entre 10, 12, 14 degrés pour les grands bourgognes blancs. Champagne, c'est frappé, hein. C'est 12 degrés. Alors, attention, hein, évitez de mettre le champagne au congèle ou voilà. Faut le faire, des fois quand on est pressé, je vais mettre la bouteille de champagne au frais. Hop, le premier réflexe, on fait au fraiseur. N'oubliez pas surtout. Hein. Voilà. Sinon, donc, voilà, les vins blancs et les champagnes bien frappés. Ensuite, les vins rouges. Alors, ce sont des vins rouges, des demi-jeunes. N'hésitez pas à les servir un peu frais, c'est autour de 15-16 degrés. Et ils vont se réchauffer, parce qu'on n'utilise plus maintenant le terme chambré. Parce que maintenant, les maisons sont minimum à 20 degrés en termes, en ce moment, il faisait froid dehors. On chauffe à 20 degrés, donc servir du vin à 20 degrés, c'est un peu chaud. Donc voilà, les 15-16 degrés, c'est parfait. Et puis les vins doux naturels, c'est pareil, comme le champagne, ça se sert très frais, aux alentours de 10-12 degrés. Voilà un peu pour les températures. Alors, soit on a des glaçons, soit on le laisse un peu au réfrigérateur. Voilà, mais l'idéal c'est de préparer son vin avant les fêtes. Ouais, c'est déjà le mieux. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions sur le vin, sur tout ce qu'on vient de voir, c'est le moment de poser les questions. Hein, il est là, on a la chance quand même d'avoir un maître sommelier, hein, rappelez-vous dans la vidéo. Donc c'est pas tous les jours qu'on peut poser des questions à quelqu'un qui s'y connaît très bien et on voit qu'il y a quand même pas mal de science. Si on refaisait un petit tour vers notre petit crémeux là, à moi. Donc, alors, où on en est? On est en cuisson, donc là ça cuit gentiment. J'ai un petit peu augmenté le feu parce que le temps file malheureusement. Et que bon, j'aime bien cuire les choses doucement, lentement, mais bon là. Alors oui, de base, il faudrait le laisser vraiment. Voilà, vraiment, cuire ça cuit tranquillement pour que ça prenne en saveur, que ça absorbe bien le foie gras, la graisse du foie gras. Est-ce qu'il est très très bon? J'en doute pas. Est-ce qu'il faut rester vraiment à toujours un petit peu mélanger? On peut alors, laisser un peu. on m'a toujours appris que la cuisine, ça s'abandonne pas, ça se surveille. Voilà. Déjà. Donc on peut faire quelque chose derrière, mais c'est toujours en parallèle. Il faut toujours surveiller. C'est tout. Ça s'abandonne pas. C'est pour ça qu'il est resté à côté de sa casserole à bien surveiller et ça commence à vraiment sentir très bon. On voit, hein, ça commence aussi à changer un peu de couleur. Ouais, sur les tons rouges. Nickel. Donc pour la suite, on passera bien sûr sur le dessert, mais si on peut déjà commencer à en parler un petit peu. Alors pour la suite, on passera sur une pavlova revisitée. Donc la pavlova, c'est une base à base de fruits rouges. Donc on est sur les fraises, sur les framboises. Avec du coulis, une belle cuillère, une belle quenelle de crème fouettée, légèrement sucrée, avec des petites meringues derrière. Donc là, nous, on l'a revisité, parce que bon, malheureusement, et heureusement d'ailleurs pour nous, en hiver, il n'y a pas de fruits rouges. Ou en tous les cas, ça vient pas de France. Donc il faut être un petit peu chauvin de temps en temps. Donc nous, on va la revisiter avec un petit confit de poire. Donc, on est dans les légumes de saison. Les fruits, pardon, autant pour moi. Et avec des éclats de marron glacé. Voilà, donc on a toujours cette base de chantilly, sauf que nous on va légèrement la sucrer parce que derrière on va mettre une crème de marron. Voilà, donc on a un petit peu sur l'association en termes de dessert avec le Mont Blanc, qui est un dessert classique de la pâtisserie française. Donc voilà. Cool. Ça aussi, je pense que ça va être pas mal. Techniquement, ça demande d'être à l'aise? Non, tranquille. Pour revenir un petit peu encore sur les vins, on va faire que ça, hein. On alterne un petit peu entre la cuisine, le vin. Alors, on disait tout à l'heure que tu étais maître sommelier. Comment on fait pour en arriver là, déjà? Maître sommelier, c'est une distinction qui est remise par un conseil de sages, par nos pairs, en fonction de ce qu'on a œuvré pour les sommeliers. Il y a une association aussi aujourd'hui nationale, régionale, nationale et internationale. Donc aujourd'hui en France, pour donner l'ordre d'idée, on est à peu près 3500 à 4000 sommeliers et on est à peu près 300 maîtres sommeliers en France. Voilà, donc ça c'est une distinction en effet. Donc bon. Maintenant, j'ai plus de 42 ans de métier. Donc, comme je disais tout à l'heure, le sommelier, c'est
c'est quelqu'un qui doit aimer la cuisine, parce que c'est un passeur d'émotions. Le sommelier, c'est le trait d'union entre la cuisine et le vin. Puisqu'on vient au restaurant, c'est quoi? Pour passer un bon moment, c'est pour manger un bon plat et accessoirement l'accommoder avec un bon vin. Donc le sommelier, initialement, doit forcément connaître la cuisine. Ça, c'est indéniable dans notre métier. Donc, pour certains, on passe en cuisine. Moi, ma grand-mère était aubergiste, donc je suis tombé dans la marmite tout gamin. Voilà. Donc j'aime cuisiner, je cuisine aussi. Et puis pour connaître les saveurs, connaître les arômes, les sensations, je veux dire, tiens, ben là, dans cette crème de potimarron, il y a tel arôme, il y a du foie gras. Et ben je vais essayer de chercher les arômes que je vais trouver dans certains vins pour essayer de faire un mariage idyllique accord mets et vin. Voilà, c'est la base du métier de sommelier, c'est de connaître la cuisine et ensuite connaître ses vins et ses vignerons aussi. Parce que moi, je suis chez moi, tous les vins que je représente sont issus de vignerons et de vigneronnes qui travaillent en culture raisonnée. Donc, ils ont la sensibilité du terroir. Donc, moi, je ne vends pas une étiquette, je vends du vin. Et à travers ça, je vends une émotion, une passion, un homme ou une femme qui est derrière. Et donc, et je suis pour les mettre dans la lumière. Parce que la plupart de mes vignerons ne sont pas connus. Donc j'ai dit, écoute, reste dans le dans le vignoble, fais ton nectar fabuleux, et moi, on va te faire découvrir à notre clientèle. Donc chez Eric Sertour, c'est ça. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup de vins mystères aussi, ce que j'appelle vins mystères. Donc vous êtes en communion avec le verre de vin, et vous ne savez pas ce que vous allez déguster. Voilà. Donc il n'y a pas d'a priori. Oui. Donc tiens, lui, le vin va nous parler, il va nous envoyer des informations. Donc c'est cette alchimie qu'il faut essayer de découvrir par rapport à ta personnalité. Tu vas venir chez moi demain, je vais tiens, je vais discuter avec toi 2-3 mots et je vais essayer de deviner tes attentes. Et ça se fait pas non plus en 6 mois, en 2 ans. Ce sont des années d'expérience. J'imagine. J'ai eu la chance de travailler dans des grands restaurants gastronomiques. J'ai appris mon métier chez mon premier grand maître qui était Jacques Pic à Valence. Donc aujourd'hui c'est Anne-Sophie Pic qui a repris le flambeau et ô combien une grande femme et qui est aujourd'hui est à la tête de plusieurs établissements et vraiment, comme je l'ai dit, tu ressens à ton père. Parce que moi j'ai eu la chance de travailler avec le papa et c'est vrai que c'était un homme qui était extrêmement intransigeant, difficile, dur envers lui-même, dur envers ses collaborateurs et je lui dis merci aujourd'hui, je ne l'ai pas pris. Donc la sommellerie c'est ça, c'est aller aussi dans le vignoble. C'est des métiers de passion. C'est une métier de passion comme tous les métiers d'ailleurs. Mais c'est aller dans le vignoble, rencontrer les vignerons et les vigneronnes, parce que pour parler d'un vin, il faut connaître. Il faut être les pieds dans les vignes. Il faut parler avec le vigneron, goûter son vin, transmettre cette émotion. Et donc voilà, le sommelier, c'est tout un travail. Moi, j'ai 42 ans de métier, je commençais à comprendre un peu quelque chose. Mais le vin, c'est la plus grande leçon d'humilité qui existe. Ouais, parce que... Et j'en apprends tous les jours. J'en apprends à la fois avec mes vignerons, mais aussi avec les clients. Parce qu'on s'échange, je dis, tiens, j'ai goûté tel vin. On ne connaît pas tout. Pas possible. Pas possible de tout connaître. Mais voilà, le métier de sommelier, ça touche la cuisine, ça touche le domaine du vin, mais ça touche aussi la culture générale. Parce que ça touche aussi la géographie, les fromages, les cigares. Parce que le sommelier est au service des boissons en général. Donc on doit connaître à la fois tout ce qui est les apéritifs, les vins, toutes les liqueurs, mais aussi les eaux minérales. Voilà. Donc ça aussi, c'est le service des boissons en général. Donc voilà, le sommelier, c'est un puits de savoir, hein. C'est comme un entonnoir. Hop, on emmagasine un maximum d'informations et on déverse notre savoir, c'est un peu prétentieux de le dire, mais notre culture, notre passion, justement, à nos clients. Et je veux dire, quand vous venez chez nous, voilà, c'est de vous faire passer un bon moment et des découvertes avec ces vins mystères. Puis après, il y a des grands crus. Et puis là, l'avantage chez moi, c'est que vous avez des vins à toute forme de budget. Donc on peut se faire plaisir à 4-5 euros le verre, voilà, avec des découvertes, des émotions, et puis se faire plaisir. Et puis moi, ce qui me séduit, c'est que j'ai une clientèle aussi jeune, des tables de 20-25 ans qui viennent découvrir le vin, et ça pour moi c'est fabuleux. Ils partagent une planche à côté, moi je m'éclate. Et puis on a des gens un peu de clients plus connaisseurs, plus initiés, qui viennent partager aussi un bon moment. Et c'est ça, c'est donner du plaisir. Voilà. Très bien. On parlait tout à l'heure de chauvinisme. En France, on est quand même réputé pour le vin. Dans les autres pays, j'imagine qu'on en fait aussi. Si tu devrais nous faire toi un top 5 des meilleurs vins du monde. Ah oui. Ah ben, la France, champion du monde. Voilà, champion du monde déjà. C'est le numéro 1, sans chauvinisme à part. Mais c'est vrai qu'on a une multitude de terroirs. On a une multitude de vins. En France, on représente toutes les typicités du vin blanc sec au plus moelleux,
le champagne, des vins rouges le fruité au plus puissant, des vins doux naturels, des eaux de vie. Donc on est un des rares pays à avoir tout ça. Et après, bien sûr, il y a l'Europe. Et moi, je suis aussi un amoureux de l'Espagne, de l'Italie. C'est des terroirs fabuleux. On a toujours fait aussi des vins de grande, grande qualité. C'est pour ça qu'il faut faire attention en français. Il ne faut pas s'en remettre sur ses lauriers. Hein, on a aussi la concurrence gardée. Et puis, tout ce nouveau monde. Toute la partie Amérique, aux États-Unis, celui des grands terroirs, l'Amérique du Sud. Après, il y a l'hémisphère austral, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Voilà, après il y a. Bien sûr, bien sûr. Le vin, c'est la culture, hein. Ça a toujours été. Le vin a toujours suivi nos civilisations. Donc voilà, maintenant, en France, on a un savoir-faire. Moi, chez moi, pour l'instant, je n'ai que du vin français. Parce que j'estime qu'on a un terroir super, mais bientôt, on fera aussi inclure quelques vins aussi, pas d'étrangers, mais amis. Voilà, parce qu'il y a aussi, on est la grande et la belle Europe. Voilà, et il faut préserver aussi ce magnifique continent, voilà, où il y a une diversité et puis il y a une histoire. Voilà. C'est important. Cool, et ben on apprend pas mal, hein. On va continuer, donc rappelez-vous, hein, n'hésitez pas, des petits commentaires, et puis sinon de toute manière cette vidéo vous pouvez l'avoir en replay, noter un petit peu tous les vins que Eric a pu déjà nous donner en conseil, et puis là je crois qu'on commence à être pas trop mal là, au niveau de... Hein, alors, on voit ça a encore un peu changé de couleur. Le potimarron commence à être un peu... Là c'est bon, il est mou. Il est bien mou. Je vais commencer à le mixer. Donc ça c'est un peu la preuve qu'au niveau de la cuisson, là, on est pas mal. Tout à fait. Donc là, je sais pas si pendant la vidéo vous m'avez vu, j'ai rajouté un petit peu de lait. Parce que du fait de la maintenir à haute ébullition, ça s'évapore plus vite que le potimarron cuise. Donc voilà, j'ai rajouté un petit peu de lait en plus, voilà, j'ai dû rajouter 20 centilitres à peu près. Ah oui, bon, là on est en direct, hein, donc il faut aussi que... tout à fait. Pas forcément, mais vous à la maison, vous n'êtes pas pressé, pas stressé, donc laissez le temps de bien mijoter et ça c'est nickel. Donc là, on va passer au mixeur. Donc là, moi je suis un très grand maladroit, donc voilà, vous pouvez le faire pareil à la maison, il n'y a aucune honte, je le fais aussi au travail. Donc ce que je fais, c'est que je mets un torchon dessus, hop, je l'enroule bien, voilà, pour éviter les projections, et je mixe. Donc toujours la casserole de côté, pour qu'il y ait un peu plus de profondeur, pour mixer correctement. Voilà, normalement ça devrait être bon. Hop. Ça sent bon. Donc s'il reste quelques petits morceaux, vous pouvez encore mixer. Alors, moi je vais m'arrêter ici. Parce que sinon, si je prends trop mon temps, on va me tirer les oreilles. Voilà, hop. Et voilà. Donc, deux solutions. Soit vous pouvez le déguster comme ceci sans le passer au chinois. Donc nous au restaurant, je préfère le passer au chinois pour éviter d'avoir des petits morceaux dans l'assiette, voilà, qui ne sont pas plaisants à manger, parce qu'on est quand même sur un crémeux. Donc qui dit crémeux dit crème, donc on ne s'attend pas à avoir forcément des morceaux dedans, à part des éléments de décoration ou, en l'occurrence pour la recette, des petits dés de foie gras. Donc, hop, C'est comme ça. non, c'est bon, je vais demander un petit peu d'aide. Allez, Avec le... Voilà. tu veux y aller? Allez. Ouais. Bon, allez, hop. Soit comme ci. Bon, allez, hop, il est là. Allez, doucement. Donc là, le terme technique, c'est fouler. Ok. C'est comme dans le vin, hein. Poulet raisin, poulet. Bien. Ouais,
pour récupérer toutes les saveurs et le jus qui reste. Voilà. Hop. Vous voyez ce qui me sert. Voilà. Le chinois il sert à ça. Donc là, hop, nous avons fini cette recette. Donc on est bien sur quelque chose de consistant, sans que ce soit de la purée. Voilà, on est sur un crémeux en fait. En gros, pas trop liquide, pas Voilà, trop épais pas non trop plus. épais non plus. On est entre les deux. Après, bon, en fonction des goûts, vous pouvez rajouter un petit peu de lait pour détendre légèrement, que ce soit un petit peu plus liquide. Voilà. Hop, on va passer au dressage. Merci Eric. Hop. En assiette creuse. Voilà. Hop. Faut pas vous fier à la quantité, on a des petits récipients. Donc j'ai ramené un petit morceau de foie gras. Voilà. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre à la maison. Voilà, ça suffit. Pour l'acheter au restaurant. Voilà, oui. Faisons du savon de foie gras emporté. On fait la vente à emporter, hein, même cette période difficile. Ouais. On fait la vente à emporter tous les jours, du lundi au vendredi, de 11h à 13h. Et le vendredi et le samedi soir pour préparer le week-end, de 18h à 19h30. Très bien. Et avec aussi du vin conseillé. Hop. Ça, c'est bon à savoir. Ah oui, nous on l'a testé. Voilà. Hop. Hop. Voilà, donc en déco, vous pouvez mettre de la ciboulette, vous pouvez mettre un peu de persil, un petit peu de cerfeuil. Je suis pas trop herbe en déco. Voilà, moi je préfère une petite huile. Là en l'occurrence, c'est l'huile de sésame vierge, parce que je trouve que le sésame se marie excessivement bien avec du foie gras. Top. Donc, vous voyez à la maison, on a une belle entrée. Vous pouvez proposer ça pendant les fêtes. Finalement, ça a été plutôt rapide et plutôt facile à faire. Donc, n'hésitez vraiment pas à regarder. Et puis, vous nous mettez en commentaire, même après, hein, même en replay, mettez-nous en commentaire si vous avez essayé cette recette. Une petite photo, vous pouvez nous taguer sur les réseaux sociaux Aqualoft ou alors chez Eric Sertour, pardon. Alors, pour éviter les confusions, on dit chez, mais on parle de chez, donc C-H-A-I. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Le chai, c'est comment dirais-je, une cave. Une cave, on dit le chai à barrique, le chai où on trouve les bouteilles entreposées. Donc c'était un jeu de mots. Quand on a cherché le nom pour qu'est-ce qu'on va inscrire, le nom pour le restaurant, on dit tiens, on va manger chez Eric. Ouais. Et puis, bon, c'est venu comme ça, et donc le chai est passé C-H-A-I. Donc, voilà, c'est un peu la nuance. Mais voilà, le chai, c'est le mot qu'on utilise pour cave. Chai égale cave. Ok, très bien. Cool. Allez, ben, si on passait à notre dessert. Allez, je vais faire un petit peu de place. Vous voyez, on voit que c'est un chef pro, hein. Tout est nickel. Rappelez-moi la semaine dernière avec les sushis, il y en avait partout. Là, c'est nickel, c'est propre. Donc, on voit, on a de la chance d'avoir des pros ici. Donc pour la recette de la pavlova revisitée, donc on a besoin donc de crème liquide, de la mascarpone pour donner un petit peu de corps à la crème fouettée, de crème de marron, hop, les petites meringues. Donc là, tout ça, on peut le trouver. Tout à fait, en grande surface. surface. La meringue, elle est plus chez votre boulanger. Ouais. C'est plus sympa pour les commerçants de proximité. Voilà. Après, bon, au niveau du confit de poires, donc ce sont des poires que j'ai taillées en dés, pas trop petits, à peu près d'1 centimètre, ouais, 2 cm sur 2 cm, que j'ai cuit donc avec un tout petit peu d'eau, un tout petit peu de sucre, parce que les poires, on utilise généralement de la comice. La comice, c'est une poire à chair ferme, je vais y arriver. Légèrement sucré, donc il faudra qu'on sucre pas trop. Et par contre, moi derrière, j'ai déglacé cette préparation avec du vinaigre de balsamique.
vinaigre balsamique pour le petit côté sucré qui va être pas trop mal avec notre recette. Donc là, je vais peser 250 grammes, donc 25 centilitres à peu près de crème liquide. Donc là, je vais en mettre un petit peu plus parce qu'avec le Thermomix, il faut en mettre un petit peu plus pour qu'on ait une prépa homogène. Voilà, hop. Si on n'a pas le Thermomix, Un fouet, un cul de poule, oui. Et puis, Oui. hein. Alors oui, la petite astuce pour monter à la main sa chantilly, c'est vous prenez un bassin ou un saladier à la maison, vous mettez de la glace pilée dedans, du gros sel avec, donc ça va accentuer le froid et ça va garder les glaçons le plus longtemps possible. Un bol qui est resté au frigo 2-3 heures, une crème bien froide, vous la mettez dedans. Donc, on appelle ça sangler et après vous fouettez. Ça ira beaucoup plus vite. Notez là, hein, ça va, parce que je la connaissais pas. Alors démarrer. Et souvent, ça peut être un peu long et fastidieux de faire sa chantilly tout seul, donc ça, c'est une belle astuce. Hop, hop. Tac, c'est parti. Le bol est positionné correctement. Bon. Ah, si, non. Hop. Voilà. Bon. C'est bon? Non? Bon, allez, je vous laisse faire. Ça, c'est déjà du direct. Hein. Ouais. En parallèle, je vais préparer la mascarpone. Donc pour la mascarpone, pareil, 250 grammes. Yes. Hop. Hop. La crème de marron. Je vais sur 3, chef. Ouais, s'il vous plaît. Ah, il veut pas. Attends, passe. Hop. Donc on fouette. Crème de marron. Voilà, délicatement, il n'y a pas besoin de sucrer parce que le sucre de la crème de marron sera suffisant. Nous, ce qu'on fait au chef, c'est qu'on rajoute un petit peu de whisky tourbé dans la crème de marron pour la délayer légèrement et le côté tourbé. Donc la tourbe derrière apporte un goût vraiment extraordinaire. Je vous encourage à essayer à la maison. Au niveau du dosage du whisky, parce que je sais qu'il y en a qui ont la main lourde. Un dé à coudre. Un dé à coudre, non, une petite rasade. Voilà, ouais, c'est ouais, léger, hein, ouais. faut pas que ça prenne non plus trop de... Hop. Voilà. Hop. Donc il faut que la prépa soit homogène. Yes. Donc n'oubliez pas, hein, si vous regardez cette vidéo, que ce soit en replay, en direct, là on est sur l'élaboration du dessert. Si vous arrivez, peut-être que vous vous connectez là, on est sur l'élaboration d'un dessert, donc pavlova, et on est sur un petit problème technique. Mais on a déjà fait une belle entrée avec petit crémeux potimarron foie gras. Pas mal d'informations sur le vin, donc n'hésitez pas. Hein. Et puis à bien penser, le chai Eric Sertour, vous pouvez prendre aussi de la vente à emporter.
Il peut vous donner aussi pas mal de petits conseils en termes de vin. Donc n'hésitez pas, c'est à Bussy-Saint-Georges. De 11h30 à 13h, vous pouvez aller chercher. On a testé la petite planche de charcuterie, je peux vous dire. C'était nickel, charcuterie corse, un peu espagnol aussi. On est dedans. Alors, où on en est? Les soucis C'est de... la technique qui nous fait. C'est ça. Je suis sûr, j'aurais dû ramener de la glace. Les aléas du direct. Ouais, parfait. Voilà. Merci beaucoup. Ah. Ouais. Ah oui, franchement. Bon, parfait. Parfait. Sûr que c'est bon. J'y touche. Ok, allez, ouais. Là, pour accélérer un petit peu parce que le temps passe malheureusement. Pendant cette préparation, je vois que vous avez fait déjà une petite sélection de vins ici. Oui. Est-ce que tu peux juste nous en parler un petit peu en attendant? Alors, donc, on parlait tout à l'heure de champagne. Donc, là, ici, champagne de la maison Deutz, qui est une maison. Donc, la champagne, c'est à côté de chez nous, hein, pas loin d'ici. Ouais, ouais. La maison Deutz, donc, est une maison typiquement française et champenoise. Donc, excellent son brut classique. Après, ils ont découvert un peu plus prestige. Ensuite, dans les rosés, le Bicard Salmon rosé. Voilà, ça aussi, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est le rosé champagne par excellence. Après, on peut commencer le repas, je vous avais dit, avec un blanc. Moi, ici, j'ai un Bourgogne aligoté Albus. Alors, Albus, ça veut dire aubin en latin. Donc, on est sur le terroir de Saint-Aubin, juste pas loin de Meursault. Vous voyez, c'est donc qui parle quand même, tout ça. Hein. Ouais. Voilà, et ça, c'est un Bourgogne aligoté, mais atypique, qui va apporter du gras, de la suavité et de l'élégance. Ça, c'est superbe. Après, on va continuer dans les rouges. Alors, on a ici, si on veut rester dans la Bourgogne, un Gevrey-Chambertin, donc Château de la Borde, dans le premier cru Corbeau, 2016, millésime somptueux. Ouais. Et ça, c'est la finesse, l'élégance. Donc, on est les vins de fête, donc là, on va s'atterrir, comme je disais tout à l'heure. Hein, là, on fait sur des vins quand même des un vins peu plus, qui ont un certain prix. Hein. Donc, voilà, mais ça, c'est un grand cru en Gevrey-Chambertin. Alors après, on va sur un autre terroir, et là c'est mon terroir de prédilection, hein, la vallée du Rhône septentrionale, Saint-Joseph, donc issu d'un cépage, ce qu'on appelle Syrah, donc Saint-Joseph, côté ardéchoise, donc vous voyez, on prend l'autoroute jusqu'à Lyon, on sort après au sud de Lyon, entre Lyon et Valence, et ce magnifique terroir de Saint-Joseph, c'est juste après les côtes-rôties. D'accord, ouais. Non évocateur, Syrah 100%, et ça c'est magnifique, avec les viandes en sauce, Ouais. avec on était tout à l'heure un filet de bœuf, avec le gibier, le chevreuil, c'est parfait. Et alors le Saint-Albus, on peut très bien aussi avec les fromages, je vous disais tout à l'heure, hein. Ça c'est Ça parfait. marche aussi. Alors après, on va aller dans les grands classiques. On va aller sur mon ami Michel Haroldi, qui est un château d'Ampierre sur un Pauillac. Et là aussi, là, il y a le côté finesse, élégance, structure. Donc là aussi, à découvrir. Et ça, n'oubliez pas par contre de le carafer. D'accord. Je dis bien carafer. Pendant Ouais. une heure à l'avance, ça va le mettre qui va se développer et s'ouvrir. Et à température 15-16 degrés au départ en carafe. Et après dans des jolis verres aussi à vin, parce que quand on fait aussi la fête, on aime bien mettre une belle table, mettre des verres à vin comme ceci, voilà. Donc, ou alors même côté un peu tulipe plus évasé, parce qu'on parlait des verres, on parlait des températures, mais le verre il est va important être aussi. Hein. aussi. Alors quand on va sur des Bourgognes blancs ou rouges, il faut des verres bien évasés, hein, parce que vous avez ici ce qu'on appelle le pied, la jambe, à l'intérieur ce qu'on appelle le calice, et au bord aussi ce qu'on appelle le buvant. Il faut que ce soit retréci, de façon à ce que
le calice soit le plus grand possible pour faire éclater les arômes du vin dans le verre. D'accord. Et ici, que ça soit rétréci pour pouvoir quoi, que le nez soit concentré au niveau des arômes. Donc, Voilà. on oublie les gobelets. Oui, voilà, après, c'est une question de budget aussi, voilà. Après, l'essentiel de la fête, c'est de partager un bon moment. Bien quoi. entendu. Voilà. Tu as parlé justement de carafer un petit peu le vin, le Oui. fait de l'aérer, je sais que ça peut peut-être changer, pas changer, mais en tout cas amener d'autres saveurs. Est-ce que ça se fait avec tous les vins ou Non, Non. pas tous les vins. Si vous avez par contre à la maison des grands bourgognes un peu âgés, moi je ne conseille pas de les carafer. Il faut ouvrir la bouteille quelques minutes à l'avance et servir le vin dans le verre. Parce que s'il est trop âgé, c'est un millésime trop évolué, eh ben ça va s'oxyder rapidement. Et ça serait dommage. Ouais. Donc le carafage est fait pour les vins jeunes, les vins qui ont du tanin, comme les grands Bordeaux, les grands Vallées du Rhône, certains Loire, donc d'autres régions aussi, qui ont les vins tanniques. Et puis je terminerai parce que là, c'est un petit clin d'œil avec la recette. Donc le côté crème de marron, le côté meringue, le côté poire confite. Et là, je vous emmène en Corse. En Corse, un muscat du Cap Corse, domaine Gentile. Et ça, c'est un muscat alexandrien à petit grain. Et ça, ce mariage avec la châtaigne, parce que la châtaigne, il y en a en Corse. C'est aussi un des fruits fabuleux de ce beau pays. Et voilà, donc muscat du Cap Corse, ça c'est ce qu'on appelle un vin doux naturel à servir très froid, entre 8 et 10 degrés. Ok. Et ça termine un beau repas. Et puis après, on termine sur les eaux de vie, les cognacs, Ouais, les voilà, rhums, les on fait rhums, un petit peu le cigare, et puis voilà. Faut profiter pendant cette période de faire la fête. Ouais, aussi, hein. surtout en ce moment. Alors, Donc bon, c'est bon, après quelques petites péripéties, nous avons la crème qui est montée, donc pas plus, je suis pas un professionnel du Thermomix, mais voilà, la montée peut-être un peu moins, c'est mieux. Donc là, hop, avec l'aide d'une maryse, on va débarrasser cette crème dans notre petit mélange mascarpone et crème de marron. Donc la crème, je l'ai légèrement serrée au sucre glace, ce qui permet d'avoir une bonne tenue et qu'elle reste aérienne. Voilà. Donc là, hop. Là, je vais la mariser. Donc surtout pas au fouet, parce que sinon vous allez casser la chantilly et c'est pas le but recherché. Qu'on ait toujours du volume et quelque chose de onctueux dans la bouche. Voilà. Voilà. Hop. Voilà, hop. Que tout à l'heure, une préparation homogène. Voilà. Hop. Vous voyez, on est quand même sur une préparation très aérienne, qui a un petit peu de corps quand même. Voilà. C'est ce qu'on recherche, c'est le petit côté gourmand dans ce dessert qui nous intéresse. Eric, je vous mets encore à contribution. Yes. Hop. Allez-y, venez à ma gauche, s'il vous plaît. Voilà. Hop. Donc on met cette préparation dans ce qu'on appelle une poche à douille. Donc vous pouvez également utiliser des poches en tissu, ça se fait également. Bon, c'est pas très hygiénique, bon, voilà, c'est mon avis personnel. Une poche, c'est à usage unique et on la met à la poubelle et on n'en parle plus. Voilà. Hop. Donc moi, à l'intérieur de cette poche, j'ai mis ce qu'on appelle une douille. En l'occurrence, c'est une douille cannelée, donc vous en avez, c'est en vente dans les grandes surfaces. Voilà. Hop. Donc ensuite, on va passer au... Alors, avant ça, on va mélanger donc le confit de poire au vinaigre balsamique. Donc à peu près, vous mettez 2 bonnes cuillères, hop, par personne. Donc les marrons glacés, je les ai concassés. Voilà, hop. Vous mélangez gentiment.
contrairement à toutes les idées reçues, ça ne sera pas un dessert hyper sucré. Voilà. Voilà, l'assiette. Donc ce que vous pouvez faire à la maison, c'est utiliser un cercle. Moi je ne le fais pas parce que j'ai un petit peu l'habitude. Voilà, donc je le mets au milieu de l'assiette. Voilà. Un petit peu trop, mais c'est pas grave. On aime la cuisine gourmande. Voilà, y compris la pâtisserie. Donc là, hop, je vais couper la poche. Voilà. Hop. Ah, pardon. J'ai la chance de goûter juste avant. Hop. Ah oui. Ah, c'est bon. Voilà. Hop, hop. On recouvre la préparation. Donc on peut faire des cercles, des triangles, ce que vous voulez. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Hop. Fait fort, un petit peu de volume. Hop. Donc dessus, donc je rajoute un petit peu de marron glacé, légèrement. Voilà. Les petites meringues. Voilà, donc à la maison, si vous n'avez pas la possibilité de faire des meringues, vous les achetez comme j'ai dit tout à l'heure chez votre boulanger. Hop, donc c'est en grosse meringue, donc vous la cassez gentiment dessus. Voilà, hop. Hop. Ce qu'on aime bien aussi au chai, c'est rajouter un petit peu de citron vert sur les desserts. On les râpe dessus. Voilà, parce qu'il faut savoir que le citron, c'est un exhausteur de goût. Voilà, et l'acidité avec ce dessert, ça va contrebalancer légèrement le petit côté sucré. Voilà. Et voilà, la pavlova revisitée. Voilà. Ah, ça donne envie, hein. Et toi, on sent le citron vert. Ah ouais, on la sent, ouais. Faut pas oublier que On sent la tout de cuisine, c'est comme le vin. Tu as toutes les sensations qui sont en exergue. L'œil, hein, parce qu'on est attiré par la beauté du plat. Le nez aussi qui travaille, c'est comme dans le vin, hein, les arômes qui ressortent. Et puis la phase quand même la plus intéressante, c'est la phase gustative. Voilà. Eh ben, en tout cas, on a. Merci déjà. Parce Avec plaisir. qu'on a un super dessert. On a Avec plaisir. notre petite crème marron. Si tu peux nous mettre un petit coup dessus là avec un peu de foie gras. Alors, si ça vous dérange pas, je vais quand même goûter. Hein, histoire de. Hein, parce que je suis un petit peu là pour ça. À l'outil. Ah voilà. Donc regardez, j'ai la chance. Hop. Rien à dire, chef. Je sais que ça, c'est une recette que je vais réutiliser. Honnêtement, je vous la conseille fortement. C'est excellent. Et vous avez vu, finalement, c'est pas si compliqué que ça à faire. Vous avez maintenant sur cette vidéo tout ce qu'il faut pour pouvoir faire une super entrée. Ça aussi, hein. Avec un peu de meringue. Voilà, hop là. Avec un peu de meringue, on voit aussi là, on voit les poires confites. On reste sans voix. Excellent. Et en fait, plein de saveurs viennent en même temps entre la meringue. Non, c'est vraiment très très bon. Oh, excellent. C'est un festival de saveurs. Exactement. Il y a plein de choses qui viennent en bouche. Et on a effectivement en plus le petit citron vert en plus. Qui amène la fraîcheur. Ouais, exactement. Point d'acidité. Ben, honnêtement, ça serait dommage de ne pas tester cette recette vraiment. J'aimerais déjà qu'on puisse remercier vraiment le chef Nicolas et notre sommelier Eric Sartour qui ont fait un travail extraordinaire. Moi j'ai de la chance parce que je me régale.
Toutes les bouteilles que tu nous as parlé, j'imagine qu'on peut aussi les retrouver Absolument, oui, à la cave. à la cave. Si vous avez du coup besoin de conseils au niveau du vin, Et en vous plus, savez. oui. Voilà. On peut faire l'inverse, c'est-à-dire que je peux vous conseiller sur qu'est-ce que je mange et qu'est-ce que je peux boire avec, et l'inverse aussi. J'ai ça dans ma cave, qu'est-ce que je peux manger avec? Voilà, on peut faire dans les deux sens. Yes, nickel. En tout cas, merci beaucoup. Si vous avez bien entendu après des questions concernant le restaurant, vous pouvez aller directement sur leurs réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Facebook, oui. voilà. Et puis sinon, en commentaire, n'hésitez pas à nous laisser vos messages, vos impressions. Taguez-nous aussi pour nous montrer les photos de la recette si vous les avez faites avec nous. Et ça serait vraiment intéressant qu'on puisse voir que vous ayez pu faire ça. En tout cas, encore une fois, merci. Merci. Je pense qu'on va plaisir. pouvoir se quitter sur ce live avec juste une dernière petite information. Oui. Alors justement, pour profiter de l'occasion, Oui. donc pour tous les adhérents d'Aqualoft, lorsqu'on pourra enfin réouvrir le restaurant, vous êtes conviés à venir nous voir et on se permettra de vous offrir un verre de vin découverte lors de votre venue avec n'oubliez pas votre carte. Ok, super. En tout cas, vous êtes adhérent à Aqualoft, vous avez votre carte avec vous quand vous venez au restaurant chez Eric Sartour. Vous aurez un vin découverte gratuitement. Merci beaucoup, c'est vraiment sympa. Merci à vous. Entre les sushis ici, on a vraiment beaucoup de chance. Encore un grand merci. Merci. Et puis sur ce live, je vous dis à très très vite. Nous, on se revoit sur les lives sportifs. Je vais arrêter un peu de manger et puis on va se remettre un petit peu à bouger et de boire aussi. Et bien entendu, la consommation d'alcool est à faire avec modération et bien sûr est dangereux pour la santé. Allez, merci à vous. Je vous dis à très très vite. Bravo et merci encore. Merci.